Qu'évidemment, si hélas des événements tristes revenaient en France, je suis convaincu que la jeunesse se comporterait exactement de la même façon qu'en 40. C'est la situation qui crée les comportements. Les jeunes de 40, dont j'avais interrogé certains, on leur aurait demandé en février 40, en fait tu vas faire 5 ans de résistance, mais il aurait dit mais jamais de la vie, hein, moi, j'ai envie de rester chez moi. C'est les circonstances qui l'ont poussé. Un appartement vide, vide de vie. Quand je pense à la Shoah, c'est la première image qui me vient à l'esprit, juste avant une scène effroyable, celle d'un enfant arraché à sa mère, sur le quai d'une gare de triage, tout au bout d'une file de centaines de familles s'apprêtant à subir le même sort. Cette histoire d'appartement vide, je la tiens d'un enfant de 69 ans. C'était il y a un quart de siècle. L'appartement vide était celui de sa famille, raflé par la police française le 16 juillet 1942. Au matin encore débordant de vie, il l'avait retrouvé en début d'après-midi réquisitionné par la mort. En quelques minutes, une lignée ancestrale de juifs polonais s'était interrompue et ne reprendrait que par la vaillance de ses 3 survivants. Car l'enfant qui me reparlerait 50 ans plus tard n'était pas qu'une victime, il avait pris par la suite les armes de l'ombre, des fusils sans poudre ni cartouche, le refus de la peur et la foi dans un idéal supérieur. Comment avez-vous rencontré Petit Louis, cet enfant de 69 ans ? C'est au cours des années 90 où j'ai réalisé mon grand rêve de rencontrer les Compagnons de la Libération. À l'époque, l'ordre était complètement fermé, donc j'ai eu la chance exceptionnelle qu'ils acceptent de m'ouvrir les portes. J'en avais vu une centaine à peu près, il en restait 200 à l'époque, dont Lazar Pitkovitch. Il avait déjà une certaine légende au sein des Compagnons, il me disait tout ça, tu vois, vous allez voir Petit Louis, c'est un personnage. Donc je ne savais rien de lui, et je suis allé le voir en 97. Et c'est une de ces rencontres qui vous marque à vie. Il m'a ouvert la porte, il m'a reçu comme un petit-fils. Hein. Il m'a vraiment pris par la main, il m'a raconté toute sa vie, de sa naissance jusqu'à 1997, sans que quasiment je lui pose de questions. Et évidemment, quand il vous raconte sa vie, vous en connaissez les détails, ça ne peut que vous marquer. Qui est-il en résumé ce Petit Louis dont vous racontez l'histoire dans ce livre poignant ? Petit Louis, c'est Lazar Pitkovitch, qui est né à Paris en 28, qui est issu d'une famille juive polonaise, qui a donc émigré pour fuir les pogroms et la misère, qui s'est installée à Paris dans les années en 25-26. Donc c'est une famille qui vit dans la misère, il faut le dire, mais dans les très beaux quartiers, près de la place Saint-Sulpice. Il va aller à l'école avec des fils de bourgeois, et son meilleur ami, Jean O, était un fils de grands bourgeois. Ils sont restés amis jusqu'à la fin de la vie, et la famille O lui a également sauvé la vie pendant la guerre. Donc arrive 1940, la guerre. Son frère et sa sœur, qui sont dans les jeunesses communistes, sont déjà dans la résistance. Il est tout jeune, il a 12 ans. Il commence un peu à les aider, à plier des tracts, vraiment des choses de gamin. Et ils sont arrêtés en mai 42, donc il est raflé avec ses parents et sa sœur, Fanny. Il se retrouve au Veldiv. Là commence la vraie grande aventure de Petit Louis. Il demande à ses parents s'il peut s'évader. Sa mère lui dit non, son père oui. C'est la fracture béante de sa vie. Et il arrive à s'évader du Veldiv. Il laisse ses parents et sa sœur qui vont mourir à Auschwitz quelques mois plus tard. Lui se retrouve tout seul à Paris. Il est recueilli donc par la famille de Jean O, qu'il va tenir ensuite à faire nommer juste parmi les nations, à la fin de sa vie d'ailleurs. La famille donc le met en sécurité. Il est destiné à rejoindre en fait l'Afrique du Nord. Il fait étape à Lyon avec le frère de Madame O. Le frère est en fait un grand résistant qui est arrêté. Donc Petit Louis se retrouve dans l'hôtel tout seul. La résistance vient le récupérer. La résistance lui dit on va te mettre au vert, on va te cacher. Et c'est là où le caractère de Petit Louis se révèle. Il dit non, c'est pas question. Il a donc 15 ans à l'époque. Moi, pas question, je veux me battre. Pas question de me mettre au vert, je veux être de la résistance. C'est là que commence le parcours de résistant de Petit Louis, qui ensuite est arrêté par Klaus Barbie. Il s'évade encore, il est encore arrêté à Paris. Et il va s'évader encore du train de la déportation. Et il va être nommé compagnon de la Libération en 1945. Quel a été son rôle dans la résistance ? Il devient agent de liaison dans ce qu'on appelle les MUR, les mouvements unis de la résistance. Il est vendu, trahi par une résistante, agent double de la Gestapo, arrêté par donc Klaus Barbie en octobre 1943. Il réussit le coup de force extraordinaire de s'échapper. Il est quand même mis donc là, pour le coup, un petit peu au vert. Il faut quand même se mettre à l'abri, mais il revient encore, au combat, à la résistance, qu'il envoie à Paris, faire le même travail d'agent de liaison. Là, il est repris en janvier 1944 par la milice. Il arrive à garder le silence, à ne pas trahir ses camarades. Il est renvoyé à Moulins, à la forteresse de la Malcoiffée. Et c'est là que, donc, le 14 juillet 1944,
Il part, ils sont tous mis dans un train pour Paris, donc très vraisemblablement pour la déportation. Et arrivé à Gare de Lyon, le réflexe premier de Petit Louis, il dit c'est pas question, moi on me traite pas comme ça, je m'évade encore. C'est sa dernière évasion, Gare de Lyon, et la fin de son périple dans la résistance. Cette arrestation par Klaus Barbie, vous la racontez dans votre livre comme un événement qu'on ne peut certifier totalement. Qu'en est-il réellement? Petit Louis est arrêté donc octobre 1943, il est conduit à la Gestapo. Ce sont des agents français de la Gestapo qui l'interrogent. Il y a des Allemands, mais là il a affaire à des agents français, donc ils le battent, pour dire les choses clairement. Il ne parle pas, et il les mène en bateau, il invente des rendez-vous, etc. À un moment surgit quelqu'un qui est manifestement un officier supérieur, qui parle français mais avec un très fort accent allemand, et qui dit aux agents français, je vais vous montrer comment il faut le faire parler. Et donc là, qui lui file une dérouillée, pour dire les choses clairement. Évidemment, il ne sait pas, personne ne lui dit, tiens, c'est Klaus Barbie. C'est des années plus tard, au moment de la traque, donc dans les années 70, où le visage de Barbie réapparaît à l'écran, où là, Lazar Petković dit, oui, c'est lui, c'est cette personne-là. Et là, je crois que vraiment, on peut lui faire confiance. Ce sont des visages, évidemment, qui ne s'oublient pas quand on a été traité de la sorte. Et donc, il fera tout ensuite pour participer au procès Barbie, où, hélas, il ne sera pas confronté à Barbie, parce que Barbie a refusé d'assister aux différentes dépositions. Et donc il a livré un témoignage très, très vibrant, qui est très très touchant d'ailleurs, très dur à écouter. Au procès de Barbie, il livre donc ce témoignage vibrant, pourtant il lui restera un souvenir ambivalent, presque douloureux de ce procès. Il y tenait beaucoup, j'ai retrouvé les notes qu'il avait prises pour parler, pour raconter son périple de résistant et ce que lui avait fait Klaus Barbie. Mais il faut bien voir les circonstances. Déjà, la salle d'audience, c'était une immense salle, beaucoup de public, faisait très très chaud ce jour-là. Il se retrouve face à un mur, en fait, parce que c'était une disposition très particulière de la cour, avec des juges installés très haut, personne, sauf Vergès sur la droite, qui était un ténor du barreau, mais enfin une terreur, on dirait. Et là, il avait des problèmes d'audition, donc il entendait très très mal. Ce qui fait que, quand le président s'adressait à lui, il n'entendait pas, où il entendait de travers, et donc le public rit. Donc c'est quand même une scène terrible où quelqu'un est en train de raconter la rafle à ses parents, ses frères, sa sœur, etc., avec un public qui rit parfois. Donc c'est terrible, c'est désastreux. Et puis la pression que lui met évidemment le président de cour, qui lui est là pour juger Barbie. Donc il veut absolument que les gens témoignent sur ce qu'a fait Barbie. Alors que Lazar Petković et tous les autres témoins d'ailleurs, eux ils viennent dire ce qu'a été la résistance, ce qu'a été la collaboration. Donc ils avaient à cœur de tout raconter, de tout livrer. Et évidemment le président disait mais attendez, ça c'est sans rapport avec... Donc il y avait quand même quelqu'un qui vient dire j'ai perdu toute ma famille, voilà ce que j'ai vécu. Et puis un président qui dit oui c'est bien mais c'est ça absolument sans intérêt. Pour moi, dans l'examen du dossier, dans le déroulement du procès. C'est une fois de plus, c'est dur à visionner. Ce livre, est-ce aussi un éloge de la famille? La famille peut même devenir une arme de guerre. Lazar perd ses parents et sa sœur. Il a bien compris que l'objectif de Hitler, des nazis, c'était d'éradiquer ce qu'ils appelaient la race juive. Donc la première pulsion de tous les juifs qui reviennent des camps et qui ont survécu à la guerre, c'est de fonder une famille. Parce que leurs enfants et leur descendance, ça aura été la preuve que Hitler et les nazis et tous ceux qui les ont aidés ont raté complètement leur coup. Ça, vraiment, ça a été une pulsion énorme. Et Lazar avait une affection, un attachement à ses enfants, à ses petits-enfants, qui était au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'était vraiment le centre de sa vie, c'est ce qui avait de l'importance. C'est la scène que je raconte évidemment toujours, que l'on voit au cours d'un documentaire qu'on lui consacre. Une équipe de télévision vient donc chez lui, dans le 18e, où on voit donc Lazar témoigner d'un moment quand même terrible, la rafle du Veldiv. Surgit en plein milieu de l'interview sa toute petite fille, qui devait avoir 2 ans à l'époque, Julia qui arrive avec un livre de Lannes Picotin. Et donc on voit Lazar en pleine interview il arrête, il ne parle plus du Veldiv, il prend sa fille sur les genoux, et on le voit raconter l'histoire de Lannes Picotin à Julia, qui est toute contente. Et une fois terminée l'histoire de Lannes Picotin, il lui dit Julia, maintenant, si tu le veux bien, je vais reparler à ces messieurs. Donc pour moi, c'était vraiment très emblématique de la personne quand même qu'on vient mettre à l'honneur. Il y a tout un dispositif de caméra, une équipe de télévision pour lui. Mais avant toute chose, c'est la famille, c'est ça qui compte le plus.
Donc c'est une scène que je trouve très touchante. Une famille a eu un rôle primordial dans la vie de Lazar Petković, vous l'avez évoqué brièvement, c'est la famille O. Le destin de Petit Louis aurait-il été différent sans elle? Ah, ça c'est indiscutable, il y avait une vénération pour la famille O, pour Madame O. Il avait une immense amitié pour son copain Jean O, qui avait exactement le même âge. C'est vraiment l'image d'Épinal, hein. C'est la famille vraiment misérable. Ils vivaient dans 2 chambres de bonne, sans eau, sans électricité, les Petković, qui allaient rue de Tournon, chez vraiment l'appartement tel qu'on peut l'imaginer, l'appartement parisien, et tout le confort qu'il soit. Enfin, le grand moment de Lazar Petković, c'était de jouer au train électrique. Évidemment, il n'avait pas chez lui, avec son copain Jean. Et donc il faut bien voir la famille O qui le récupère après le Veldiv et qui prend donc un risque. Les familles qui aidaient les Juifs encouraient des très très lourdes condamnations. Donc ce sont des gens admirables à tout point de vue. Madame O, ça a été la première chose qu'elle lui a dite quand il sort du Veldiv. Elle ouvre la porte, elle comprend tout de suite, elle lui dit « Bon ben rentre, j'ai un second fils ». C'est quand même c'est assez admirable. Donc ils le cachent, qui ensuite font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de le mettre à l'abri hors de Paris. Lazar fait tout son parcours, son périple de résistant, mais qui le récupère ensuite. Quand il s'évade en juillet 1944 du train de la déportation, il ressonne chez la famille O, qui lui rouvre la porte, qui le reprend comme si de rien n'était, qui s'occupe de lui. Et ça va durer toute sa vie. Alors non seulement ils vont s'occuper de lui, ils vont s'occuper également de son frère et de sa sœur, qui reviennent de déportation. Ils vont les accueillir, les aider, et en ce qui concerne Lazar, ils vont lui payer des études, et ils vont lui offrir une carrière, modeste, mais quand même une carrière chez Monoprix, que n'ont pas eu par exemple son frère ou sa sœur. Dans ce livre, il y a la famille O, mais il y a également les portes qui se ferment, les dénonciations, le zèle de la collaboration. Vous ne les éludez pas, vous dressez même le portrait de certains d'entre eux, mais toujours avec une certaine distance historique. Pourquoi? Alors ça, pour moi, c'est vraiment essentiel, c'est vraiment un enseignement que j'ai reçu des compagnons. Donc j'allais dire que ce que j'étais venu chercher dans les années 90, je l'ai obtenu. C'est-à-dire que les compagnons, les premiers, me disaient « mais attention, surtout, remettez-vous dans le contexte de l'époque. Ce qu'on a fait nous, d'autres auraient pu le faire, on aurait pu ne pas le faire, ça s'est joué à 3 fois rien. Il y a des gens qui ont basculé du mauvais côté, qui auraient pu être du bon côté. Tout n'était pas blanc, pas noir. Il y a des gens qui ont fait des choses atroces, mais qui ont aussi aidé la résistance. Et donc en particulier, la personne qui trahit Lazar Petković, qui est une jeune résistante, dont le mari est résistant étant emprisonnée à Montluc, qui a 3 jeunes enfants. Donc évidemment, les Allemands vont faire pression sur elle en lui disant « aidez-nous, et on aidera votre mari, et on vous aidera pour les enfants ». Donc c'est pas aussi blanc, aussi noir que ça. Et la meilleure preuve, c'est Lazar Petković, qui, en ce qui me concerne à moi, par exemple, ne m'avait jamais donné le nom de la personne qui l'a trahi. Mais ensuite, j'ai pu vérifier, il n'a jamais donné à personne. Il dit « j'ai été un jour coincé par la Gestapo à Lyon ». Donc ça montre bien qu'il avait quand même lui-même intégré qu'elle avait trahi dans certaines circonstances. Alors c'était valable pour cette personne. Il y a eu des traîtres et des traîtresses bien plus, j'allais dire dégueulasses, qui vraiment ont trahi par pur intérêt financier, voire idéologique. Et donc il y a eu quantité de gens où c'était pas noir, c'était pas blanc, c'était gris. Pour comprendre cette période, il faut faire cet effort-là. Ça ne met que plus en valeur des comportements extraordinaires comme ceux de Lazar Petković. Et ça permet quand même parfois aussi de tempérer, de comprendre un peu cette époque qui est beaucoup plus compliquée que ce qu'on peut imaginer. Donc, en particulier quand on essaie maintenant de la transposer en 2024. C'est une erreur complète, absolue. On commet une immense erreur à essayer de transposer des époques. Les contextes sont différents, les personnes sont différentes, les idéologies sont différentes, enfin tout a changé. Comprendre une époque, c'est se resituer dans cette époque et rester dans les bornes de cette époque. Parallèlement à ce livre, vous tenez également depuis plusieurs années le compte Twitter Paroles de combattants de la Libération, consacré aux résistants, dont vous publiez un portrait chaque jour. Avant cela, vous aviez dédié beaucoup de votre vie d'historien à ces destins. Qu'est-ce qui vous y a mené? Moi, ce qui m'a toujours marqué, ça c'est vraiment depuis la jeunesse. J'ai eu la chance, c'est un professeur de français qui me fait lire les mémoires du général de Gaulle. Je ne sais pas pourquoi c'est tombé sur moi. Et quelque chose qui m'avait beaucoup frappé en lisant les mémoires, c'était le destin de ces gens-là, qui en 40, ils étaient au stade, ils font d'excellentes études, ils ont une carrière, certains ont une famille, et puis d'un coup, comme ça, du jour au lendemain, ils ont dit non, mais ça compte pas. Ma carrière, mes études, qui étaient très chères à l'époque, ça compte pas, j'ai quelque chose de plus important à faire et si je le fais pas, j'ai raté ma vie. C'est ce qu'il disait. Il décide ou d'aller à Londres ou d'entrer dans la résistance. Et ça, c'est cette bascule qui m'a toujours fasciné, qui me fascine d'ailleurs toujours. Et donc j'essaie, au gré de ce compte, de différents parcours, de montrer que c'est des gens qui nous ressemblent, qui ont notre âge, qui ont nos professions, et qui un jour ont fait cette bascule,
Et donc essayer de comprendre pourquoi, est-ce qu'il y a des raisons, est-ce qu'il y a des traits communs, qu'est-ce qui peut expliquer cette résistance. En fait, il n'y a rien. C'est indépendant de l'âge, de la profession, de la religion, de la situation maritale, de tout ce que vous pouvez imaginer, du parti, des personnes qui étaient communistes, royalistes. Ils se sont retrouvés dans la résistance. C'est ça qui est assez extraordinaire, on voit une cohésion, un peu l'ADN de la France ou d'autres pays, il y a eu la résistance dans d'autres pays. Donc c'est assez vain de continuer à chercher des raisons à tout ça. C'est même maintenant un devoir de les montrer, de montrer une fois de plus ce qu'ils étaient, ce qu'ils ont fait, et une fois de plus sans rien attendre en retour. Les premiers compagnons, quand ils ont reçu l'ordre de la Libération, leur premier réflexe, ils disaient « mais qu'est-ce qu'ils viennent nous embêter avec ces médailles? On n'a pas fait ça du tout pour des médailles, mais qu'est-ce que c'est cet ordre de la Libération? On n'en veut pas, ça aurait été la Légion d'Or, ça aurait été pareil. » C'est tellement antinomique à notre société actuelle de recherche de notoriété facile, d'argent facile. Donc ça, moi, je ne cesserai jamais essayer de rendre hommage à ces gens-là. Vous ne souscrivez donc pas à la théorie selon laquelle les jeunes aujourd'hui n'auraient plus le courage d'un tel engagement? Dans les réactions que j'aime moins, beaucoup moins, il y a deux grandes catégories. Il y a ceux qui disent ils ont fait tout ça pour ça, vu l'état de la France, ça sert à rien. Ça, quand même, c'est donc dire que ces gens en particulier sont morts pour rien. Pour moi, il n'y a pas pire insulte. Je m'astreins toujours de répondre, parce que je n'ai pas envie d'entrer de polémique, mais il n'y a pas pire insulte. Et donc il y a la seconde grande catégorie qui dit oui, mais eux ils ont fait ça à l'époque. Mais si ça se reproduisait maintenant, jamais les jeunes se bougeraient, ils ne pensent plus qu'à jouer aux jeux vidéo, à voyager. Je dis évidemment que non. C'est la situation qui crée les comportements. Les jeunes de 40, dont j'avais interrogé certains, on leur aurait demandé en février 40, tu vas faire 5 ans de résistance, mais ils auraient dit mais jamais de la vie, moi, j'ai envie de rester chez moi. C'est les circonstances qui l'ont poussé. Je raconte toujours cette histoire du compagnon qui, blessé à Dunkerque, juin 40, se retrouve à Londres dans une chambrée d'une centaine de blessés français, qui pendant jusqu'au 18 juin disait on va en mettre plein la gueule aux Allemands. Une fois qu'on va rentrer en France, vous allez voir, ça va barder. Lui disait moi j'étais blessé, à vrai dire on m'aurait ramené en France, j'aurais été tranquille, pas plus mal. Arrive le discours du général de Gaulle le 18 juin. Toute la chambrée est vite rentrée en France et n'a pas bougé de la guerre. Et le seul qui a rejoint le général de Gaulle, c'est celui qui disait que lui, finalement, il n'était pas destiné pour ça, et donc il a fait 5 ans de guerre, et il est revenu compagnon de la Libération. Donc évidemment, si hélas, des événements tristes revenaient en France, je suis convaincu que la jeunesse se comporterait exactement de la même façon qu'en 40. Les jeunes, justement, c'est l'un des publics que vous souhaitez particulièrement toucher. Vous avez notamment dit votre émotion de retrouver Petit Louis cité sur Instagram par une jeune lectrice influente. Pourquoi cela est-il si important pour vous? C'est essentiel, j'ai vraiment conscience d'avoir reçu un trésor en héritage. Une fois de plus, quand je fais ça dans les années 90, les compagnons ne parlent pas. J'ai été le premier auquel ils ont parlé et le dernier, puisqu'ils sont morts très peu de temps après. J'ai toujours eu comme immense conscience qu'ils m'ont confié en quelque sorte quelque chose. Et eux-mêmes disaient d'ailleurs très souvent, mais qu'est-ce qui va rester de nous? Donc j'ai envie que ce qu'ils ont fait soit connu, ça perdure. Et donc surtout que ça ne soit pas cantonné à un tout petit milieu universitaire et d'historiens. Et donc surtout que ça soit transmis aux jeunes générations, qu'ils aient en quelque sorte la chance que j'ai eue moi, pourquoi ça m'est tombé dessus tout jeune, que ça leur permette de réfléchir tout jeune, parce que c'est tout jeune qu'il faut réfléchir à cette situation-là. À cette situation-là. Il faut que les jeunes, entre même 12 et 20 ans, se disent, dans telle circonstance, moi, qu'est-ce que je ferais? Et donc il faut leur apporter tous les outils, tous les éléments de réflexion, et surtout contrebattre cette tendance actuelle de déclinisme et une fois de plus de recherche de notoriété, d'argent. Donc donner un sens à la vie, c'est ça. C'est en ça que l'étude de la résistance pour moi dépasse le cadre complètement historique. Il faut évidemment étudier historiquement la résistance, mais ça va très au-delà. S'intéresser à la résistance, s'intéresser au sens que l'on veut donner à la vie. Moi je suis comme tout le monde, évidemment, à chaque fois que je découvre un parcours, je me dis toujours mais qu'est-ce que moi j'aurais fait Surtout, vraiment, ce qui m'avait beaucoup marqué dans les années 90 avec les compagnons, c'est ceux qui avaient fait des classes prépa. Et qui avaient rêvé, ils me le disaient, moi je sortais des mines de Paris, ils me disaient, mais j'aurais rêvé rejoindre les mines de Paris, mais je sentais vraiment chez eux une tristesse. Alors après, éliminés par tout ce qu'ils avaient vécu ensuite, etc. Mais quand même. Oui, je me serais évidemment posé dans la même situation, et la réponse à laquelle j'aboutis également, mais à laquelle devrait aboutir tout le monde, c'est de dire j'en sais rien.
La pulsion naturelle, vantarde, ça aurait dire évidemment que je basculerais dans la résistance, le combat, que je m'engagerais dans l'armée s'il y avait une guerre. Hein. Et la tendance plus, je dirais, rationnelle serait de dire bah non, évidemment, je vais rester surtout à l'abri et préserver les miens. On n'en sait rien. On n'en sait vraiment rien. C'est la situation qui crée le comportement.